Bonjour, Bernard Monod, député français Bonjour. au Parlement européen, membre de la Commission économie. Aujourd'hui, à notre sommaire, la position de l'Allemagne dans l'Europe, le projet de gouvernement économique européen et la crise des migrants. Et nous allons parler transversalement de tous ces problèmes car tous ces sujets sont liés en réalité. Alors, depuis la crise grecque est revenue au premier plan l'idée d'un gouvernement économique. Ça consisterait en quoi ? Pour l'instant, c'est relativement flou, mais l'idée générale, c'est d'avoir un budget de la zone euro, un parlement de la zone euro. Le seul problème, c'est que ça existe déjà avec Ecofin et Eurogroupe. Alors, c'est la reprise des déclarations de François Hollande du 14 juillet. Exactement. Officiellement, on ne sait rien d'autre jusqu'à ce que ce sont des propositions discutées entre la France et l'Allemagne. Mais on voit bien qu'à la manœuvre, 5 présidents des institutions européennes, M. Juncker, M. Schulz, M. Draghi, M. Tusk et M. Dijsselbloem de l'Eurogroupe. Mais ils ont un point commun, tous ces présidents, c'est qu'aucun n'est élu démocratiquement par les peuples. Alors aujourd'hui, le couple franco-allemand continue de diriger l'Europe ? Oui, sur le papier. Pour des raisons historiques, le couple franco-allemand reste la pierre angulaire de cette construction de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, avec de grandes disparités économiques entre ces deux pays. En effet, l'Allemagne fait de belles performances économiques, notamment avec son excédent du commerce extérieur qui est d'environ de 220 milliards d'euros par an. Et de l'autre côté, nous avons la France avec un déficit moyen de 65 milliards d'euros par an. Donc les déficits des uns font les excédents des autres. Et quelque part, c'est un petit peu le couple Laurel et Hardy. Alors la France sert-elle de faire valoir face à la puissance, à la domination allemande ? Pire que ça, la France est devenue un marchepied par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne est sûre d'elle-même et dominatrice, comme l'expression célèbre le dit. Je dirais pire que ça, l'arrogance et la suprématie allemande deviennent insupportables. Alors pourquoi la France accepte-t-elle de jouer ce rôle de valet de l'Allemagne ? Parce que les dirigeants UMPS sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Donc messieurs Hollande et Sarkozy, depuis déjà bien longtemps, se font tout petits devant Madame Merkel. Ce qui explique d'ailleurs, on le voit avec l'exemple de la Grèce, un massacre économique, budgétaire, social et voire même identitaire même, avec le cas de la Grèce, avec une explosion du système de protection sociale imposé par l'austérité. Et notre système de protection sociale est-il menacé ? Directement, comme la Grèce. Aujourd'hui, les Français doivent s'attendre à devenir des Grecs, voire des Chypriotes dans les années à venir, puisque l'objectif est de remettre en cause totalement le système de protection sociale en vue de financer les budgets fiscaux. Alors c'est quoi notre protection sociale ? Rappelons quand même aux Français... Oui, en fait, la protection sociale, c'est nos retraites, c'est notre santé, nos allocations au chômage et la politique familiale dont bénéficions depuis 1945 et qui est en train de s'étioler malheureusement. Alors revenons précisément à ce gouvernement de la zone euro. Officieusement, il y a quoi dans ce projet de gouvernance économique européenne, puisque c'est le terme ? Quelque part, on peut dire que la France risque d'être mise sous tutelle compte tenu de son problème budgétaire et de ses finances publiques, avec un espèce de carcan qui se met en place, une espèce de camisole, avec la mise en place d'un nouveau ministre de l'économie de la zone euro, ainsi qu'une fiscalité européenne, c'est-à-dire un impôt supplémentaire qui s'imposerait à terme, avec une commission européenne qui instaurerait cette autorité de contrôle sur les États membres et bien entendu la France, c'est ce qui nous intéresse. C'est les pouvoirs de Bercy qui sont transférés de notre ministère des Finances ? Totalement, c'est de Bercy et puis glissement voire même jusqu'à Berlin, puisque c'est un enrobage cosmétique et de démocratie qui se met en place avec un fonds monétaire européen pour mutualiser l'ensemble de la dette, un parlement économique de la zone euro et de plus en plus une espèce de caution démocratique qui n'en a plus que le nom. Alors dites-moi tout, vous qui êtes bien informé, il n'y a aucune arrière-pensée dans tout ça ? Oui, en fait, l'objectif final caché, c'est de mettre en place une union fiscale en vue d'être capable de lever l'impôt. Et c'est ça, en fait, le piège final, c'est cette fiscalité qui viendra de manière supplémentaire à déjà tous les impôts qui pèsent sur les Français aujourd'hui. Alors vous, avec le Front National, vous vous opposez à cette création d'une gouvernance économique européenne ? Évidemment, puisque nous faisons la projection que c'est la fin de la France, c'est la fin de son indépendance, de sa souveraineté et de l'établissement d'un véritable diktat de la Commission européenne avec
derrière, comme on l'a vu, en arrière-plan, donc l'Allemagne, qui impose un peu cette Europe à la Schlag. Voilà. On nous dit pourtant que c'est la garantie de la croissance, de la prospérité, du plein emploi. Enfin, on entend ça continuellement. Oui, ça, on le dit, mais sauf que encore avant-hier, M. Moscovici, M. Dobrovsky m'ont dit qu'effectivement, c'était la prospérité, le plein emploi, etc. On l'entend depuis 25 ans, ce discours. Dans la réalité, c'est exactement l'inverse. C'est en fait le chômage massif, c'est la précarité, c'est des finances publiques qui sont à la dérive, avec des dettes et des déficits permanents. Voilà l'Europe, l'Union européenne telle qu'elle elle a été construite. Alors, dans les promesses, si je comprends bien, la Commission européenne n'est jamais à court d'idées. Oui, effectivement. Comment dire, la Commission européenne ne semble pas à court d'idées. Pourquoi? Parce que depuis 6 mois, la nouvelle lubie, si vous voulez, ça a été de mettre en place un plan de création monétaire par M. Draghi de la BCE pour 1100 milliards d'euros. Et nous avons eu la déclaration il y a quelques jours de son numéro 2 de la BCE qui nous dit, écoutez, finalement, en réalité, nos prévisions anticipent une déflation malgré les efforts de... C'est les déclarations de M. Constantio. De M. Constantio, exactement, le numéro 2 de la BCE. Et quelque part, cette déflation va peser sur la croissance économique de la zone euro. Et pourtant, il y a eu déjà plusieurs plans successifs qui ont été avancés comme étant la panacée universelle. Le plan de M. Draghi, nous avons eu juste avant le plan de M. Juncker pour des investissements mérifiques de plusieurs centaines de milliards d'euros. Je m'en souviens. Dont on cherche encore les premiers milliards. Voilà, donc si vous voulez, tout ça n'est que fumisterie. Alors quand l'Europe est un échec, c'est quoi la solution? Quand on constate que l'Europe est un échec, on dit que tout va bien et puis on fait plus d'Europe. Et c'est justement cette course en avant avec un État fédéraliste qui cherche à nous imposer. Union financière, économique, mais on ne parle pas tellement de social pour l'instant. Ça, c'est vraiment secondaire pour ces gens-là. Simplement... c'est là que le bas blesse, si vous voulez, c'est que leur objectif final, c'est de mettre en place le gouvernement économique et monétaire, mais dans un deuxième temps, ce sera une harmonisation sociale dans l'ensemble de la zone euro, voire de l'Union européenne. Et bien entendu, peut être bien l'harmonisation sociale, ça peut être... Oui, sauf quand on est tiré vers le bas, comme ça risque d'être le cas pour la France, qui sera bien évidemment nivelée vers le bas en comparaison par rapport aux pays de l'Est. C'est ça le grand drame. Alors ça nous amène tout naturellement aux déclarations de M. Sigmar Gabriel. Ouais. Alors rappelez-moi, qui est M. Sigmar Gabriel? Les Français Gabriel, ne connaissent peut-être pas effectivement. tous. Donc, mais maintenant, ils vont savoir qui il est. Donc il est le vice-chancelier allemand, donc auprès de Mme Merkel, et également ministre de l'économie. Alors, le bras droit d'Angela Merkel, et il vient de faire, à propos des migrants, une déclaration, fracassante. Décapante, fracassante. C'est ça. Lors du sommet européen de lundi, par rapport aux pays d'Europe de l'Est qui refusent ce diktat... Oui, c'est quel pays? Oui, donc il y a la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie, je crois, qui s'opposent, si vous voulez, à ce principe de quota obligatoire de migrants imposé par l'Union européenne et la Commission européenne en particulier. Et par contradiction, si vous voulez, M. Juncker veut imposer cette obligation d'accueillir des migrants de toute force. C'est lui qui aurait choisi, il y en aurait tant à tel endroit, tant à tel autre. Oh, la clé de répartition est encore à déterminer, mais en tout cas, tout le monde doit participer à leur délire migratoire. Le principe, c'était d'acter le principe, justement. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a eu des refus de certains pays. Et alors là, la réponse, elle est caractéristique de cette Europe antidémocratique, c'est qu'on impose coûte que coûte ces quotas, sinon la sanction financière tombera, on arrêtera les fonds structurels à destination de ces pays récalcitrants. On leur coupe les vivres. Mais, je veux dire, M. Sigmar Gabriel, il ne dirige pas l'Europe. Il est que le vice-chancelier. Donc le vice-chancelier d'Allemagne dit on va couper les fonds européens. Quand je vous dis qu'on a une Europe à la schlag avec l'Allemagne. Donc c'est une espèce de chantage antidémocratique insupportable. Voilà, tout à fait. Alors c'est l'Europe allemande, ça. C'est ça, c'est l'Europe allemande à la botte de Mme Merkel. À propos des migrants que vous évoquiez déjà la semaine dernière dans votre intervention, des économistes nous les présentent comme des chances pour l'Europe. Ah oui, ça c'est l'éternel discours de toute cette classe d'économistes que je qualifie moi d'éthérés,
par opposition aux économistes atterrés. Alors je vais les citer parce qu'il faut quand même il faut dire qui ils sont. Vous avez M. Artus, vous avez Monsieur Piketty, vous avez M. Mood, qui donc nous disent que l'immigration est une chance pour la France. Sur quoi ils basent leurs affirmations ? Sur leurs affirmations tout à fait gratuites, car moi j'attends les études chiffrées, fiables, contradictoires, qui nous permettent de valider leurs affirmations. Et en tant qu'économiste, je dis exactement l'inverse. L'immigration est un coût extrêmement important sur les finances publiques des États. Alors est-ce qu'il y aurait peut-être d'un autre côté un coût un intérêt pour les chefs d'entreprise ? Oui, effectivement, ils y voient éventuellement une main-d'œuvre à bas coût. Le seul problème, c'est que le coût de l'immigration sur les budgets, sur les finances du système de protection sociale pèse directement sur les charges des entreprises. Si vous voulez, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Tout à fait. Alors la France n'a pas besoin de ces chances pour le pays ? Quand depuis 40 ans, on a cumulé plus de 6 millions de chômeurs réels, hein, ce n'est pas les chiffres officiels oui, il y a toujours les catégories. Eh bien, on n'a pas effectivement besoin de recruter des chances pour la France. Bien au contraire, on commence déjà par recruter les Français. Alors, l'objectif du Front National, c'est... L'objectif du Front National, c'est d'éviter que le système de protection sociale en France soit menacé du danger, notamment migratoire, mais bien d'autres dangers liés au chômage, liés au modèle économique ultralibéral. Et nous nous occupons prioritairement des Français. D'abord, c'est le devoir politique du Front National. Bernard Monod, je vous remercie. Nous nous retrouvons le mois prochain pour notre désormais traditionnel rendez-vous économique et je vous souhaite une bonne journée. Avec plaisir, merci.